Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la vie fascinante de l'une des plus grandes chanteuses françaises de tous les temps, Édith Piaf. De ses débuts modestes au sommet de la gloire, son parcours est aussi inspirant que bouleversant. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette légende de la musique. Les débuts modestes. Édith Giovanna Gassion est née le 19 décembre 1915 à la maternité de l'hôpital Tenon, aux 4 rue de la Chine à Paris. Contrairement à la légende issue de l'imagination d'un journaliste et entretenue par Piaf dans son livre de souvenirs. Sa naissance même est entourée de mythes, certains racontent qu'elle serait née sous un réverbère dans la rue. Née dans la misère, Édith Piaf est une enfant de la balle dont les ascendants appartiennent au monde du spectacle depuis 2 générations. Louis-Alphonse Gassion, le père d'Édith Piaf, est né à Falaise dans le Calvados. Il est un artiste de cirque, contorsionniste et antipodiste. Sa mère, Annetta Maillard, est une chanteuse lyrique d'origine italo-kabyle. Fille d'Auguste Maillard et Emma Saïd, elle est née à Livourne en Italie le 4 août 1895 et est morte le 6 février 1945, à 49 ans, à Paris. C'est une chanteuse connue de cabaret sous le nom de Eline Marsa. Louis Gassion et Annetta Maillard prénomment à sa naissance leur fille Édith en hommage à Edith Cavell, infirmière résistante anglaise fusillée en Belgique par les Allemands 2 mois auparavant. La petite Édith connaît une enfance difficile, marquée par l'abandon de sa mère et des conditions de vie précaires. À l'âge de 2 ans, Édith est confiée à sa grand-mère paternelle, Louise Gassion, patronne d'une maison close, surnommée le Grand 7, à Bernay en Normandie. Louise n'aimait guère l'enfant mais Édith est choyée par les femmes de la maison où se trouve un piano, mangeant pour la première fois à sa faim, buvant du lait de Normandie et portant de jolies robes. C'est un environnement rude, mais la petite Édith est entourée de femmes qui veillent sur elle. Vers l'âge de 6 ans, elle est atteinte d'une grave maladie des yeux et devient temporairement aveugle. Sa grand-mère, ayant appris la guérison d'une fillette atteinte de la même maladie après qu'on eut prié pour elle sur la tombe de Thérèse de l'Enfant Jésus à Lisieux, décide d'aller y demander la guérison de la petite, ou selon d'autres biographies, y emmène sa petite fille, les yeux bandés. En août 1921, selon un biographe, on prend le car puis le train. On prie sur la tombe de Thérèse, on ramène de la terre qu'on lui applique en bandeau sur les yeux tous les soirs. Après 8 jours environ, la jeune Édith est guérie. À la suite de cela, elle conservera toute sa vie une dévotion particulière à la petite Thérèse, sur sa table de nuit trônera un portrait de la sainte. À la suite de cet épisode de guérison, Édith Piaf devient pieuse et fréquente régulièrement les églises en dehors des offices pendant ses tournées. Elle porte une croix ou une médaille autour du cou et priera avant d'entrer en scène. En 1922, elle a à peine 7 ans quand Louis Gassion, son père, la reprend avec lui pour vivre la vie d'artiste de petits cirques itinérants où elle loge en caravane, comme le Caroli se produisant en Belgique, puis la vie d'artiste de rue indépendant et misérable. En 1930, elle a 15 ans et quitte définitivement son père pour chanter en duo dans la rue avec Simone Berthaud, dite Momone, qui deviendra son amie. À la demande de Carole Ansor, la mère de Simone, elle rédige une sorte de contrat où elle se désigne comme artiste, habitant 105 rue Orfila, engageant pour une durée illimitée la dite Simone Berthaud à raison de 15 francs par jour, logée, nourrie, somme qui sera remise, les premiers temps, quotidiennement à Madame Ansor. À cette époque, Édith Piaf et Simone vivent dans la même chambre, partageant le même lit. Momone fait la quête ou ramasse l'argent qui tombe des fenêtres pendant qu'Édith Piaf chante dans les cours d'immeubles et dans les rues, dans les quartiers ouvriers le week-end et chic la semaine. L'ascension. En 1932, elle rencontre son premier grand amour, Louis Dupont dit Petit Louis, garçon livreur. Tous les deux s'installent d'abord à Belleville, chez la mère de Louis qui habite avenue des Bouleaux puis ensuite, au 105 rue Orfila, dans le 20e arrondissement de Paris. D'autres lieux seront évoqués, un hôtel de la rue Germain-Pilon à Montmartre, et des séjours chez la tante de Louis, à Joinville-le-Pont. Enceinte, Piaf continue à chanter valse, tango et java à l'aide d'un porte-voix dans les rues puis au bal musette. De cette union naîtra une fille, Marcel surnommée Cécile, le 11 février 1933, à l'hôpital Tenon. Piaf s'essaie à cette époque à des emplois normaux comme bonne à tout faire, apprentie crémière, mais reprend vite la chanson avec Momone. Pour obtenir plus d'argent, elle guide Momone pour qu'elle accentue son attitude pitoyable, dos voûté, tête inclinée, air triste, qui émeut le passant pendant qu'elle chante les mains dans le dos. En 1934, selon son biographe Péta Mathias, elle est découverte dans la galerie du Palais Berlitz par Louis Métrier, pianiste de jazz, ancien chef d'orchestre de l'Opéra Comique qui l'engage pour l'orchestre de Radio Vitus. Elle chante au cabaret Juan les Pins, situé 62 de la rue Pigalle, où elle reprend des chansons de Damia et Fréhel,
faisant l'entraîneuse habillée en marin pour pousser les clients à boire. Ce cabaret sera transformé dans les années 1940 par Django Reinhardt pour devenir la Roulotte. La propriétaire du nightclub, la célèbre Lulu de Montmartre, Lucienne Franchi, gère également un autre cabaret à Montparnasse, le Monocle au 60, boulevard Edgar Quinet, photographié par Brassailles dans les années 1930, dont la vedette n'est autre que Lynn Marsat, la mère d'Édith Piaf. Malgré cet emploi nocturne, Piaf continue à chanter dans les rues le matin, emmenant son bébé et Momone avec elle. Louis ne supportant pas qu'Édith chante dans la rue avec le nourrisson sous le bras ou fasse boire des clients dans des boîtes de Pigalle, il reprend la petite Marcelle avec lui. Malgré les sentiments de petit Louis et les efforts des beaux-parents pour préserver cette relation, Édith Piaf le quitte pour vivre d'autres rencontres, tout en continuant de battre le pavé avec sa fille et Momone, entre beuverie et fumée. Bientôt, l'enfant mourra d'une méningite tuberculeuse, le 7 juillet 1935 à l'hôpital Necker, enfant malade, âgé de 28 mois. En 1935, la vie d'Édith change radicalement lorsqu'elle est découverte par Louis Leplay, un directeur de cabaret, qui la rebaptise la Môme Piaf, signifiant le petit moineau. Leplay voit en elle un talent brut et il lui propose de se produire dans son cabaret, le Gernise, situé près des Champs-Élysées. Son succès est immédiat. Édith enregistre son premier disque, Les Mômes de la Cloche, et rapidement, elle devient une étoile montante de la scène parisienne. Cependant, en 1936, Louis Leplay est assassiné, et Édith est brièvement suspectée, ce qui provoque un scandale médiatique. Quelques disques et un peu de scène ne peuvent néanmoins nourrir une artiste débutante. À la fin de l'été 1936, elle reprend contact avec Raymond Assaut, auquel elle avait refusé Mon Légionnaire, créé par celle à qui elle devait tant, Marie Dubas, en 1935, et elle reprend le titre début 1937, avec le fanion de la Légion. Après Leplay, Raymond Assaut la prend en main, l'éloigne de son milieu malsain et la fait travailler pour en faire une chanteuse professionnelle de music-hall, à l'instar de ses rivales René Lebas et Léo Marjane. Avec lui, la Môme Piaf devient Édith Piaf. À l'automne 1936, elle décroche l'Alhambra. Au printemps 1937, elle est à nouveau à Bobino. Elle continue à enregistrer d'autres disques. En mars 1937, Édith Piaf entame sa carrière de music-hall à l'ABC à Paris avec l'appui de l'impresario Émile Audifred, où elle devient immédiatement une immense vedette de la chanson française, aimée du public, ses chansons sont diffusées à la radio. Pendant l'occupation allemande, Piaf, qui a définitivement troqué la Môme Piaf contre Édith Piaf, ne voit plus Raymond Assaut qui est rappelé sous les drapeaux en août 1939. Elle continue de donner des concerts, repasse à l'ABC, chante en duo avec Paul Meurice et enchaîne les tournées. À cette époque, Lynn Marsat, sa mère, fréquente les hospices et les prisons, et par lettres, réclame des colis de survie à sa fille, qui lui en fait envoyer plusieurs. Édith Piaf ne lui rend jamais visite, ne lui pardonnant pas de l'avoir délaissée enfant. Au printemps 1944, elle se produit au Moulin Rouge où le tout jeune chanteur de music-hall Yves Montand, proposé par son producteur Émile Audifred, passe en première partie de son spectacle. C'est le coup de foudre, et Piaf, déjà célèbre et adulée, entreprend de l'initier aux ficelles du métier et à la vie d'artiste. Elle va propulser sa carrière en lui présentant des gens importants, et quelquefois de premier plan, dans le monde du spectacle de l'époque. C'est également cette année-là que Louis Gassion, le père d'Édith Piaf, meurt. Elle le fait enterrer dans le caveau familial du Père Lachaise, où repose déjà sa fille Marcelle. Elle perdra l'année suivante sa mère, Annetta Maillard, livrée à la misère. Elle meurt d'une overdose au milieu des poubelles de Pigalle. Contrairement à son père, Piaf l'a fait enterrer au cimetière de Thiais. En 1945, Édith Piaf écrit La vie en rose, musique signée par le pianiste Marcel Louigui, enregistrée en 1947, sa chanson la plus célèbre, désormais devenue un classique. Elle joue également à la Comédie Française. Yves Montand devient à son tour une vedette du music-hall. Il débute au cinéma aux côtés de Piaf dans Étoiles sans lumière, puis obtient son premier grand rôle dans Les Portes de la nuit, de Marcel Carné. Les années de gloire et les tragédies personnelles. Malgré son succès, la vie personnelle d'Édith Piaf est marquée par des tragédies. De 1946 à 1948, Piaf est la compagne de Jean-Louis Jobert, le directeur des Compagnons de la chanson, avec lesquels elle se produit aux États-Unis. Sa voix émotive et ses interprétations passionnées captivent le public. Elle est accueillie avec enthousiasme. Mais, dès octobre 1947, alors qu'elle est en tournée triomphale à New York, où elle se familiarise avec l'anglais et les techniques de scène à l'américaine, elle vit la grande histoire d'amour de sa vie avec le boxeur Marcel Cerdan. Français né à Sidi Bel Abbès en Algérie, en 1916,
et qui devient champion du monde de boxe des poids moyens, le 21 septembre 1948. Elle rompt avec son inséparable Momone, au nom de son amour pour Cerdan. Le 28 octobre 1949, Marcel Cerdan meurt dans un accident d'avion. Le vol Paris-New York d'Air France s'écrase aux Açores, alors qu'il venait la rejoindre à sa demande. Lors d'une conversation téléphonique, Marcel lui avait dit qu'il prendrait le prochain bateau, mais Édith Piaf trouvait que ce serait trop long, et lui demanda de venir en avion. Parce que le vol était complet, un couple avait cédé, avec gentillesse, ses places aux boxeurs. Marcel prend l'avion et décède dans l'accident. Édith Piaf est anéantie par cette disparition, ainsi que par un sentiment de culpabilité, et souffrant d'une polyarthrite aiguë, elle prend, pour calmer sa douleur, de fortes doses de morphine. Elle chantera son grand succès, Hymne à l'amour et également plus tard, Mon Dieu, en la mémoire de Marcel. Elle installe dans son hôtel particulier les 3 enfants de Marcel et leur mère, Marinette. Son état reste si délabré par l'alcool et la drogue, qu'elle se voit contrainte de refuser des rôles au cinéma. Cette perte plonge Édith dans une profonde dépression. En 1951, le jeune auteur-compositeur-interprète Charles Aznavour devient son homme à tout faire et secrétaire, chauffeur et confident. Il lui écrit certaines chansons particulièrement notables comme Plus bleu que tes yeux, ou encore Jezébel. En contrepartie, Édith Piaf, dénicheuse de talent, conseille Aznavour, lance sa carrière débutante, et lui apprend les ficelles du métier. On peut aussi évoquer un certain Gilbert Bécaud, dont Piaf prend en main la carrière. Les années 50 et 60 sont marquées par des hauts et des bas pour Piaf. Elle continue à enregistrer des succès, comme Hymne à l'amour, Milord et Non, Je ne regrette rien, mais sa santé se détériore. En 1953, elle est devenue dépendante de la morphine, administrée par les médecins. Après un accident de voiture en juillet 1951, Piaf entame une première cure de désintoxication. En 1955, après plusieurs cures, elle sort de son addiction à la morphine, mais soigne sa polyarthrite rhumatoïde à haute dose de cortisone et se réfugie encore dans l'alcool, qui lui avait permis de noyer son chagrin après la mort de Marcel Cerdan. Malgré cela, sa détermination à chanter reste intacte, et elle continue à se produire sur scène. De février 1958 à février 1959, elle connaît une histoire d'amour avec le jeune auteur romagnote, Georges Moustaki, que lui a présenté le guitariste d'Yves Montand. Avec lui, elle a un grave accident de voiture le 6 septembre 1958 sur la nationale 10 à Coignières, ce qui fait empirer son mauvais état de santé et sa dépendance à la morphine. Édith Piaf enregistre alors l'un de ses plus grands succès, la chanson Milord, dont Georges Moustaki est l'auteur, sur une musique de Marguerite Monod, et lui inspire Sarah, la femme qui est dans mon lit, qui sera créée par Serge Reggiani en 1967. Malgré ses problèmes de santé, Piaf continue à se produire sur scène, souvent portée par une incroyable volonté. En 1961, à la demande de Bruno Cocatrix, Édith Piaf donne à l'Olympia, menacée de disparition à cause de problèmes financiers, une série de concerts, parmi les plus mémorables et émouvants de sa carrière. C'est dans sa salle de spectacle de prédilection qu'elle interprète Non, je ne regrette rien, une chanson qui lui colle à la peau et que Charles Dumont et Michel Vauquer viennent d'écrire pour elle, parmi une trentaine d'autres, éclipsant ainsi Marguerite Monod, sa compositrice de prédilection. Édith Piaf sauve l'Olympia de la faillite, mais a du mal à se tenir debout et à bouger, du fait de sa polyarthrite très invalidante, et ne réussit à chanter que grâce à une injection de morphine. L'héritage éternel. Édith Piaf s'éteint le 10 octobre 1963, à l'âge de 47 ans, des suites d'une rupture d'anévrisme dans sa bastide provençale des Parettes à Place Cassier, un quartier excentré de Grasse. Elle est usée par les excès, l'alcool, la morphine, la polyarthrite rhumatoïde et les souffrances de toute une vie. Elle meurt près de son infirmière Simone Margantin, dans les bras de Daniel Bonnel, sa secrétaire et confidente tout au long de sa carrière. Le transport de sa dépouille jusqu'à son appartement du 67 boulevard Lannes, à Paris, pour faire croire qu'elle a fini sa vie dans sa ville natale, est organisé clandestinement et dans l'illégalité. Sa mort est ainsi annoncée officiellement le 11 octobre 1963 à Paris grâce à un faux certificat de décès postdaté de son médecin, Claude Bernet de Laval, qui indique le 11 octobre à 7 h du matin, soit le lendemain de la date réelle de sa mort, à Paris et non à Grasse. Ses funérailles à Paris attirent des milliers de personnes, témoignant de l'impact immense qu'elle a eu sur la musique et la culture française. Bien que sa vie ait été courte, elle a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et reste une icône intemporelle. Sa voix, son charisme et ses chansons font partie intégrante du patrimoine musical mondial et français. Son héritage perdure à travers les générations,
inspirant artiste et amoureux de la musique. D'ailleurs, tout récemment, on a pu écouter à nouveau l'hymne à l'amour interprété par la grande chanteuse internationale Céline Dion, lors du final de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. N'hésitez pas à aller en description si vous voulez découvrir un peu plus Édith Piaf. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur son extraordinaire vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer pour un petit like et de vous abonner pour plus de contenu. Écrivez aussi votre chanson préférée d'Édith Piaf en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.